Bonsoir à tous, merci de rester scotchés au plateau de Canal 24 Télévision. Pour cette troisième édition de votre émission 90 minutes chrono, nous ferons une incursion à la Fédération camerounaise de football avec les différents partis qui n'arrivent pas toujours à se ressaisir après le discours du chef de l'État à la jeunesse qui demandait justement à ces deux partis de se ressaisir pour l'avenir du football. Également dans 90 minutes chrono, nous décrypterons la première partie des Lions Juniors engagés dans la Coupe d'Afrique des Nations, c'est du côté de la Mauritanie. Pour terminer, nous l'avons dit, une incursion du côté de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que le discours du chef de l'État a été compris? Ces différentes questions seront décryptées par nos différents invités qui sont déjà ici au plateau de Canal 24. Merci de rester fidèle à Canal 24 Télévision. Merci de rester coaché à votre émission 90 minutes chrono. Nous sommes aussi en direct sur notre plateforme Facebook à travers l'adresse Canal 24, Facebook Direct. Déjà présents, nos invités qui sont déjà dans ce plateau de Canal 24 Télévision. Alors, on va commencer par notre consultant habitué de ce plateau, Serge Chakou. Bonsoir. Bonsoir Olivier Normaux, bonsoir à tous les téléspectateurs de 90 minutes chrono, bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent religieusement et bien des choses à eux. Alors, il foule pour la première fois le plateau de Canal 24 Télévision à travers l'émission 90 minutes chrono. Bonsoir Itoga. Bonsoir Olivier, bonsoir Serge, bonsoir à nos téléspectateurs et en particulier les collègues de travail qui nous regardent cet après-midi. C'est compris. Alors, on va démarrer au pas de course avec la météo footballistique. Notamment, on va aller du côté des Ding, notamment chez les filles, où le président Fabien Vogo a recruté ce jour une Brésilienne, Serge Chakou, une Brésilienne qui jouera le championnat féminin. On va dire que c'est de bonne guerre. C'était ce jour, justement, du côté du fief des sports de la Léquier. Oui, on va dire le président Saint-Fabien Vogo nous refait exactement du Saint-Fabien, c'est-à-dire il est habitué à des éclats de la sorte, mais après, lorsqu'on essaie un peu de regarder, on se rend quand même compte tout de suite que c'est de la gnognotte, ça ne veut rien dire. Je crois qu'il doit falloir en ce moment qu'on s'interroge sur quelle est cette façon de recruter en début de saison. Vous avez eu l'entraîneur français qui l'a recruté, je ne sais plus s'il est du côté d'Iding. Vous avez eu, je crois que c'était le CEP, le footballeur CEP qui l'a recruté. On nous faisait comprendre qu'il logeait du côté du Montphébé sans publicité aucune et qu'il avait un salaire dans les 500 €. Faites vous-même le calcul, nous sommes pratiquement dans presque 250 000 francs CFA. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est devenu cette actualité. Pour dernière nouvelle, il serait parti. Ouais, bon, voilà, je ne voulais pas moi-même l'annoncer parce que pour dernière nouvelle, ces grosses recrues, ce qu'on a présenté comme grosses recrues seraient partis. Actuellement, le président Saint-Fabien nous resserre là. Nous semblons encore chercher dans ce qu'il sait faire le mieux en début de mercato. Ça va encore nous rechercher une Brésilienne. Bon, honnêtement, c'est pour du buzz parce qu'on pourra rien tirer de bon là. C'est pour du buzz, les gens vont en parler et après quelques temps, basta, on va oublier, on n'en reparlera plus. Je pense que le président Saint-Fabien, que j'apprécie beaucoup de par sa manière de faire, de par il a été champion du Cameroun. Bref, c'est quelqu'un qui a
démontré à un certain moment qu'il était vraiment très attentionné, qu'il était vraiment très impliqué dans les questions de football. Mais sauf que quoi, lorsque vous vous engagez dans un projet pareil, à un certain moment, c'est un peu comme un saut dans l'inconnu. Voyez. Et lorsque vous faites un saut dans l'inconnu, vous ne savez pas où vous pouvez atterrir. Et vous pouvez atterrir avec une partie de votre corps qui est très délicat. Ça peut être la tête, ça peut être les pieds, ça peut. Sauf qu'à chaque fois, on se rend quand même compte que il ne tire pas des leçons si on peut appeler ça de ses erreurs. Parce que vous avez recruté des joueurs. Souvenez-vous, lorsqu'il préparait la Champions League, l'année où il était champion du Cameroun, et qu'il préparait la Champions League, il avait fait un recrutement que la presse avait baptisé recrutement XXL. Mais sauf qu'au finish, très peu sont des joueurs qui ont fini par évoluer dans cette équipe. Actuellement, il a jeté son dévolu sur les Blancs, je veux le dire ainsi, sur les Blancs. Mais bon, honnêtement, est-ce que l'équipe des Dignes, moi je pense, en tant qu'observateur qui regarde cette équipe de loin, a d'autres priorités urgentes qu'il va falloir résoudre. Il y a quand même la phase retour qui est lancée. Bon, la phase il en va quand même du championnat. Non, écoutez, c'est pas bon, attendons, mais ça sera un flop. Je ne suis pas un oiseau de mots, je ne suis pas un prophète de malheur, mais revenons ici 2 mois après, vous allez voir que certaines conditions ne seront pas toujours venues et cette recrue-là, j'ai bien peur qu'elle s'en ira comme les 2 précédentes. Donc, en certain moment, je crois que le président Sempavien-Vogho doit mûrir suffisamment ses projets, savoir exactement ce qu'il faut pour l'équipe, parce que Olivier Dormeau, dites-vous, si vous avez mal au pied et qu'on vous prescrit, je vais dire quoi, un juge, ça ne va pas trop vous aider. Ça va pas trop vous aider. Mais, alors, Itoga, le président Sempavien-Vogho, qui, pour la phase retour qui démarre dans quelques jours du côté féminin, recrute, n'est-ce pas, cette brésilienne, on va dire c'est de bonne guerre. Oui, on peut dire que c'est... Elle apportera quand même un plus, puisqu'elle vient du Brésil et qu'on sait que le Brésil, c'est un pays de football. Le président Sempavien-Vogho essaye tant bien que mal à redonner à sa manière et avec les éléments qu'il a, une certaine image à notre football. On sait que depuis un moment, je vais utiliser ce terme-là, c'est du n'importe quoi. C'est vrai que peut-être au niveau de l'organisation, les choses ne sont pas, les fondations ne sont pas peut-être bien faites, mais il essaye à son niveau vraiment de rebâtir un peu cette image, notre image, l'image de notre football. Alors, on va dire, Sempavien-Vogho, ce nouveau recrutement sera jugé justement sur le terrain avec la phase retour qui sera démarrée avec Edin FC. Alors, l'autre actualité, c'est Coton Sport de Garoua qui se qualifie pour la phase de poule. Il faut remonter il y a 5 ans pour voir Coton Sport atteindre cette phase de poule. Oui, on va dire bien fait pour eux parce que ça datait qu'on avait pu vu une équipe camerounaise jouer, atteindre ce niveau de la compétition. Et lorsqu'on sait que notre championnat est dans les profondeurs du classement CAF, ça va nous donner beaucoup de points et peut-être lors des prochaines éditions, nous aurons en certain moment, nous aurons plusieurs équipes qui pourront prétendre à la qualif en Champions League, tout comme à la CAF. Et honnêtement, je suis très content pour eux. Déjà en termes de money price, on parle de 150. plus de 130 millions de francs CFA qu'ils vont empocher. C'est beaucoup. Pour une équipe du championnat camerounais, c'est beaucoup. Et ces joueurs vont emmagasiner davantage d'expérience en jouant cette compétition-là, parce que c'est au moins 6 matchs. Et ajouter aux 6 autres matchs qu'ils ont joués, ça veut dire qu'en certain moment, vous aurez dans l'équipe de Coton Sport de Garoua des joueurs qui ont 12 matchs en compétition africaine dans les jambes. En certain moment, ça pèse pour le CV. Ça fait qu'au moment de vous transférer, de transfert market, la valeur va un peu augmenter. Et là, avec cette prestation-là, Coton Sport de Garoua affirme, ce n'est plus à démontrer, mais là, Coton Sport de Garoua vient démontrer encore une fois de plus que c'est la meilleure équipe championnat camerounais depuis pratiquement 15 ans, depuis des décennies. C'est la meilleure équipe championnat, c'est une équipe qui est bien structurée, c'est une équipe qui recrute intelligent, c'est une équipe
Il faut seulement voir la colonie des joueurs de Coton Sport de Garoua qui Du côté du champ. était du côté du champ. Non. Et lorsqu'on est sérieux dans ce qu'on fait, on ne peut que récolter des résultats comme cela. Et je les tiens un coup de chapeau, je les félicite. Et la prochaine question sera de savoir si Coton va être champion du Cameroun. Certainement, ça sera une évidence. Parce qu'en ayant emmagasiné des matchs, ils ne joueront pas. C'est-à-dire le champion, ils ne vont pas jouer dans la même. Ça ne sera pas le même calibre pour les autres équipes. Ça sera une équipe bien aguerrie. Sur le plan international, il y aura une expérience et les automatismes vont se faire pendant que les autres équipes s'entraînent seulement. Coton Sport, les joueurs auront déjà en certain moment certaine expérience, le mental l'expérience de la grande compétition et les matchs en jeu dans les jambes et toute la différence va se faire. Donc pour moi, je suis très content pour Coton Sport de Garoua. Alors, Etoga, Coton Sport qualifié pour la phase de poule, le tirage de sort est déjà connu. Coton Sport croisera justement la JS Kabylie d'Algérie, Nespa Stade de Zambie, BS Berkane du Maroc. On va dire une poule prenable pour Coton Sport. Bien sûr, c'est une poule prenable pour Coton Sport. C'est un grand coup de chapeau à tirer à ces gars, au staff technique et au staff administratif également, qui tous ensemble font un travail magnifique, exceptionnel. Vous savez, le championnat camerounais est à l'arrêt depuis pratiquement un an. Et voir une équipe camerounaise arriver avec tant de difficultés, avec le climat dans lequel on est, arriver à ce niveau-là, c'est vraiment à féliciter. Donc bravo à l'équipe de Coton Sport de Garoua. Et nous savons, comme vous l'avez dit, vous avez les équipes de... On parle de JS Kabylie d'Algérie, Nespa Stade de Zambie, BS Berkane du Maroc. Oui, Coton peut tirer son épingle du jeu dans ce groupe-là. C'est faisable. C'est faisable. Et ils ont démontré aujourd'hui que c'est vraiment sérieux de ce côté. Et avec plus de sérieux et de motivation, de détermination, on peut croire que les choses peuvent aller. Et surtout que vous allez constater durant ces barrages, Coton Sport a les meilleurs résultats de Coton Sport, c'est à l'extérieur. Et le premier match des phases de poule, c'est à l'extérieur contre JSK. Donc on espère que tels qu'ils sont partis, les choses vont également suivre de ce côté. Alors, Chachakou, dans cette poule JS Kabylie, il y a quand même un entraîneur qui maîtrise bien l'équipe de Coton Sport. Il s'agit de Denis Lavagne, qui a été très content de croiser une équipe qu'il connaît. Ça veut dire véritablement que ça va se jouer. Oui, il y aura les retrouvailles. Vous savez, Denis Lavagne, il a entraîné le Coton Sport de Garoua. C'était la bonne époque, c'était la belle époque où c'était une équipe de Coton Sport en termes de budget avec pratiquement 100 millions de francs CFA. Ça permettait de voyager, de rallier la partie sud du pays en avion. Actuellement, la vache a maigri, c'est plus tellement ça. Ils connaissent les réalités que vivent d'autres joueurs. Hein. Il y aura un enjeu 130 millions. Bon, mais sauf que c'est pas illico presque, c'est pas là. Oh, oui. Il va falloir attendre la fin de la compétition et entre-temps, vous devez entretenir les joueurs, vous devez au moins avoir le standing des équipes de la CAF. Et comme vous le dites, il y aura des retrouvailles entre Denis Lavagne qui a marqué, de par sa manière, l'histoire de cette équipe de Coton Sport de Garoua. Il a été champion du Cameroun à plusieurs fois et sous Denis Lavagne, Coton Sport de Garoua a réussi à... Du moins, la phase de poule était un acquis. Maintenant, Coton Sport, jouer la phase de poule, c'est un peu un exploit parce qu'entre-temps, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Et vous avez également la JSK de Kabylie qui est une très grande équipe, une très forte équipe. Elle est bien structurée. C'est une équipe qui se comporte très bien dans ce championnat algérien. Et lorsqu'on connaît l'ambition des Maghrébins à dominer le football africain, il sera très difficile. Le Tchad a encore démontré que cette partie du continent s'illustre à merveille lorsqu'il s'agit de jouer au football sur le plan du continent. Et honnêtement, ça sera très difficile pour Coton Sport de Garoua. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ça sera très difficile. Dans cette poule, vous avez le tenant du titre, ce n'est pas rien. Vous avez la JSK de Kabylie, ce n'est pas rien. Et lorsque vous avez deux équipes du Maghreb, il va falloir automatiquement éliminer une pour prétendre passer. Ça ne sera pas chose facile. Mais sauf que... Il y a Nespa Stade de Zambie, BS Berkane du Maroc, JS Kabylie. Voilà, donc vous avez quasiment deux équipes du Maghreb. Ça veut dire qu'en ce moment, il va falloir éliminer une équipe.
va falloir éliminer une équipe et en espérant qu'avec les Zambiens, on peut les dominer. En éliminant une équipe du Maghreb, vous pouvez passer en deuxième position et vous qualifier pour les demi-finales. Mais Berkane, c'est pas une équipe trop connue au Maroc. Ça Bon, peut faire quelque chose. non, écoutez, c'est pas une équipe. Bon, quand vous dites que c'est pas une équipe trop connue au Maroc, c'est mitigé parce que je vous rappelle, c'est mitigé. En fait, j'étais en train de vouloir un peu expliquer la qualification de Coton Sport de Garoua. Avec ce 6e match dans cette compétition, Coton Sport de Garoua était en train de jouer plus de 30 matchs. Parce que Coton Sport, c'est une équipe qui a enchaîné beaucoup de matchs amicaux. On les a vus, ils ont joué beaucoup de matchs, ils étaient déjà dans l'esprit. Ça dit quoi? Coton Sport de Garoua, depuis pratiquement 1 an qu'on ne joue pas le championnat, Coton Sport de Garoua, les joueurs ont joué l'équivalent d'une saison. Les joueurs ont joué, oui, si on compte les matchs amicaux, les joueurs ont joué l'équivalent d'une saison. Et à un certain moment, ça contribue à faire la différence. Ce n'est pas comme si cette équipe est restée croiser les bras, s'entraîner, jouer. Non, c'est une équipe qui a multiplié les matchs amicaux, c'est une équipe qui a multiplié, conscient du fait que le championnat ne devait pas démarrer de sitôt. Elle a tout de suite compris qu'il fallait se mettre des chances de son côté. Et aujourd'hui, on ne peut que constater ce résultat. Ils ont multiplié les matchs amicaux, ils ont joué, ils ont rencontré des équipes qui, sur le plan structurel et en termes de nombre de matchs dans les jambes, étaient un peu plus avancées. Mais le fait de jouer régulièrement, est-ce que c'est une équipe qui est constituée de la fine crème des meilleurs joueurs de notre championnat. Honnêtement, ça s'est vu au champ. Ça s'est vu et là, le résultat de Coton, ça ne surprend pas. Beaucoup vont dire le championnat est à l'arrêt, comment ils ont réussi à se qualifier. Non, Coton a joué plus de 30 matchs amicaux pour préparer cette compétition de la CAF. Alors, c'est de bonnes gains. Un dernier mot ajouté par rapport à Coton Sport, Toga, pour cette phase de poule. Pour cette phase de poule, je pourrais souhaiter bonne chance à notre représentant, le seul représentant africain que nous avons cette année, et souhaiter qu'il soit parmi ces 2 équipes qui vont passer au tour prochain. Au prochain tour. Oui. Parce que passer le prochain tour, c'est toujours la cagnotte qui augmente. Ouais, c'est toujours la cagnotte qui augmente, et surtout que même en faisant un match nul, je crois, ça commence à se comptabiliser en gagnant des matchs, en faisant des nuls. Vous augmentez un peu, et quand vous regardez 130 millions, c'est suffisant pour rafler les meilleurs joueurs de notre championnat. C'est-à-dire Coton, avec Senman, est su de dominer le championnat camerounais pendant des années. Il suffit que durant la saison, un joueur s'illustre bien dans une équipe, Colombe, Feuteux, Astre, pour que Coton les sorte. Coton peut un peu se comporter comme le Bayern du Munich au Cameroun. Vous savez, le Bayern, en Allemagne, a cette politique-là qui consiste à vider ses concurrents de ses meilleurs joueurs. C'est la raison que vous allez voir, il sera très difficile, lorsque le championnat allemand va toujours évoluer cette configuration-là, de rivaliser avec le Bayern. Une fois que vous êtes talentueux, une fois que vous êtes bon, le Bayern tout de suite vous recrute. Et là, ça sera très difficile. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, dans d'autres championnats tels qu'en Angleterre, les concurrents ne se renforcent pas. Vous verrez difficilement un joueur quitter de Man City pour aller à Man United. Vous verrez difficilement un joueur quitter de Chelsea pour aller à Arsenal. Les gens vont me donner l'exemple de William, mais sauf que William, il est ce qu'il est aujourd'hui. Vous verrez difficilement un joueur qui est encore en pleine forme aller renforcer un concurrent direct. Mais ici, Coton Sport de Garoua a l'argent nécessaire pour faire rêver tous les joueurs, les meilleurs de nos championnats. On pourra voir le Coton Sport d'autres fois. Tout à fait, on pourra, vous allez, en prenant les meilleurs qui évoluent sur le plan local, en se renforçant avec d'autres joueurs pris en Afrique de l'Ouest ou d'autres expatriés, ils pourront à chaque fois dominer le championnat national. Et c'est une politique qui les a toujours réussi, jusqu'à ce qu'en attendant, une autre équipe se structure et opte peut-être pour la même politique pour pouvoir challenger Coton. Parce que même quand Coton ne gagne pas le championnat, le jeu que cette équipe produit est au-dessus de l'équipe qui a terminé champion. Et je suis presque sûr, sans la Covid, en terminant cette saison, le Coton Sport de Garoua sortait champion. Donc, honnêtement, avec cette cagnotte qui va encore venir s'ajouter, ça sera vraiment très difficile pour les autres équipes de challenger cette équipe, le Coton Sport de Garoua. Alors, avant de passer au plat de résistance de 90 minutes chrono de ce jour, je propose qu'on
parle un peu du footballeur qui est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors, Etoga, vous êtes footballeur et ça fait 1 an, les joueurs n'arrivent plus à s'émouvoir, il n'y a pas de championnat. Alors, comment est-ce que le footballeur que vous êtes vit cette situation? Déjà, c'est pas évident de vivre en pleine compétition, c'est pas chose évidente. On est dans une sorte de débrouillardise. Les choses se compliquent encore, ou alors se sont davantage compliquées avec l'arrêt, d'abord avec l'arrivée du Covid, et ensuite l'arrêt ou alors la non-reprise du championnat dans notre pays. Ça devient de plus en plus compliqué parce que vous voyez, le footballeur est un chef de famille. Il a des enfants, il faut qu'il nourrisse ses enfants. Alors lorsque on ne lui permet pas de bénéficier de ce qui peut lui permettre de prendre soin de sa famille, d'envoyer par exemple ses enfants à l'école, il entre dans la débrouillardise. Ça devient du n'importe quoi. Vous pouvez constater par exemple, il y a eu un documentaire sur Nzana, qui le cordonnier. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que en dehors de Nzana, il y a beaucoup de footballeurs qui sont des maçons, des manœuvres. Il y a des footballeurs qui sont des commerçants, des sauveteurs, il y a tellement qui s'occupent. Oui, qui essayent vraiment de racoler un truc de part et d'autre pour pouvoir tenir. Bon, avec l'arrêt, il y a un footballeur professionnel et professionnel, ça il faut le dire, au niveau de l'entretien du corps. Donc, il y a pour la plupart qui ont au moins cette conscience-là, qui se sont alliés du côté des remises en forme, histoire d'entretenir le corps pour ne pas tomber dans un certain surpoids, et essayer de bien entretenir le corps. Mais en ce qui est véritablement des conditions telles que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est déplorable. Nous sommes arrivés dans cette situation, et c'est même pas aujourd'hui, c'est quelque chose qui date déjà de pratiquement un peu plus d'une décennie. Et personne ne se pose la question de savoir que pense le footballeur. Oui. Personne ne se pose la question de savoir. Le footballeur n'est pas au centre. Non, pas du tout. On n'a jamais évoqué, lorsque vous allez essayer de voir ceux-là qui sont dans les batailles, je préfère préciser ici que les footballeurs n'ont dans cette histoire aucun parti pris. Ils veulent la priorité sur le terrain. Pas seulement la priorité sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, les questions de la reprise du championnat, il faut reprendre le championnat, mais dans quelles conditions? Quel est le statut du joueur? Est-ce qu'on se pose ces questions? On ne se pose pas ces questions. Le footballeur a peut-être commencé une certaine démarche pour essayer de faire pression sur un certain nombre de choses. Et je vais noter un truc, c'est que ce n'est pas aujourd'hui que le footballeur se plaint. Non, c'est pas aujourd'hui. Le footballeur s'est plaint depuis, et tous ces gens sont au courant de toutes ces plaintes. Mais il y a quand même cette association conduite par Jérémy Sorin du TAP. Oui, justement, je voulais en arriver là. C'est le SENAFOC est le seul organe qui, depuis un moment, se préoccupe, je vais le dire, depuis la prise de fonction du président Jérémy, qui s'occupe des footballeurs au Cameroun. En dehors du SENAFOC, plus personne d'autre. Le président Jérémy nous a permis, par exemple, d'avoir une réunion de travail avec le ministre des Sports le 9 novembre 2020 dernier, où les footballeurs, il était question pour chacun footballeur de poser les doléances dans l'ensemble de tous les footballeurs. Bon, on s'est dit, voilà, après cela, il y aura changement. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution. Pendant que le gouvernement camerounais est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on avance, il y a d'autres personnes qui tiennent la ficelle et nous font reculer en arrière. Et pour une grande nation de football comme le Cameroun, lors du séjour de Infantino au Cameroun, il a dit, dans une interview, il a dit « Le Cameroun, dans le football mondial, est un pays important ». Et je ne sais pas si les uns et les autres essaient un peu de peser un peu ces termes-là, ces propos. Le Cameroun dans le football mondial est un pays important. On connaît l'histoire du Cameroun dans le football mondial, le parcours en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique et tout. Lorsqu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve en train d'être dans une situation comme celle-ci, il n'y a même pas de mot pour qualifier ça. C'est une honte, c'est terrible. C'est l'image de toute une nation qui est ternie. C'est désolant quand on en arrive là, vraiment.
On peut voir toute la frustration que vous démontrez, cette frustration du footballeur trouve justement son fondement grâce à l'imbroglio qui se vit justement dans les cimes de ceux qui gèrent justement le football. Le président le disait dans son discours à la jeunesse, aux deux parties de se ressaisir. Seulement, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Qui gère finalement la Fédération camerounaise de football? Prenons ce reportage que signe 90 minutes chrono. De nombreux passionnés du ballon rond attendent impatiemment le début effectif des championnats Ligue 1 et 2. L'imbroglio se fait ressentir. À l'origine, la bataille pour la gérance de la Fédération camerounaise de football. Mardi 16 février 2021, alors que le président intérimaire de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbonjoya, présidait en compagnie des présidents des clubs de Ligue 1 et 2, une réunion de concertation en vue du démarrage du prochain championnat de football. Au même moment, au siège de la Ligue de football professionnel, une autre réunion, celle du comité provisoire de gestion mise en place par l'Assemblée générale de 2009, est réunie en séance ordinaire. Première décision, les championnats de Ligue 1 et 2 seront organisés par la Ligue de football professionnel. Nous avons rétabli la Ligue professionnelle conformément à la décision du tribunal arbitral de sport, décision définitive, de rétablir dans ses fonctions d'organes chargés de l'organisation du championnat professionnel de football du Cameroun. Selon le président du comité provisoire de gestion mis en place par l'Assemblée générale de 2009, ceux des présidents qui participeront au championnat organisé par la FECAFOOT encourent des risques. Nous avons attiré leur attention sur les risques qu'ils encourent en allant participer à un championnat qui est organisé par des gens n'ayant aucun mandat. Parce qu'après, le résultat du championnat peut être attaqué. Ils auront perdu et l'argent et l'énergie. Côté président des clubs, priorité est donnée au retour sur le terrain. Ça fait près de 2 ans qu'on ne joue pas de compétition. Pour moi, en tant que président de club, les gens ne savent pas ce que nous endurons. Les gens sont en train de se disputer l'argent à gauche, à droite, mais ils ont complètement laissé abandonner la jeunesse sportive, footballistique. Au lieu de faire leur résolution en faveur du démarrage du championnat, les gens veulent toujours repousser le championnat. C'est pas ça. Donc on a donc été content que ce championnat démarre à la fin de ce mois. Ainsi donc, les jeunes peuvent donc commencer à jouer leur football. Situation donc impertinente pour le football camerounais qui recommence avec ses vieilles habitudes, alors que le 10 février dernier, veille de la fête de la jeunesse, le chef de l'État, dans son discours à la jeunesse, prônait le ressaisissement par les instances fêtières du football au Cameroun. Alors, le président de la République qui prône le ressaisissement et les deux parties du côté de la FECAFOOT, le message ne passe pas. Est-ce que le président est incompris, Serge Tchako? Je ne dirais pas que le président est incompris. Je dirais que cette sortie, elle est un peu tard. Honnêtement, elle est un peu tard. Parce que vous savez, Olivier, nous avons une fâcheuse habitude dans ce pays de résoudre les problèmes lorsque la situation est arrivée au pourrissement. On a vu le football se dégrader progressivement, la santé du football se dégrader progressivement. On a laissé les gens continuer. Vous ne pouvez pas arriver quand tout est pourri pour commencer à dire de vous ressaisir. Actuellement, il ne s'agit pas de se ressaisir. Et même si, il veut dire quoi, les prescriptions ne sont pas celles qu'il va falloir appliquer. Un simple ressaisissement ne suffit pas pour renverser la vapeur, parce que nous sommes là en plongée et depuis nous on fait que descendre. Un simple ressaisissement ne suffit pas. Nous sommes quand même dans un pays où on a commencé à organiser un championnat professionnel. Lorsque des équipes descendaient, on trouvait des petits arrangements pour maintenir ces équipes. Ça ne disait personne. On ne respectait pas des textes qui avaient été initialement prévu pour l'organisation du championnat. Nous sommes quittés d'amateurs à professionnels sans qu'on ne demande à ces équipes de quoi est-ce que vous allez...
les ressources qui vont vous permettre de justifier ce statut de professionnel, vous allez les tirer où? On n'a pas posé ces questions. L'infrastructure qui va avec les équipes professionnelles, comment allez-vous faire pour avoir ces infrastructures? On n'a pas posé ces questions. L'accompagnement par le sponsoring, tous ces autres, c'est-à-dire, on a laissé pourrir des choses, venir à la dernière minute, demander aux acteurs de se ressaisir. J'aime bien, mais reconnaissons d'abord qu'on a laissé des situations se dégrader totalement. Et actuellement, ce n'est pas seulement... un ressaisissement ne pourra pas réparer la chose. Moi, je suis les acteurs de football, du moins ceux qui sont directement concernés par ces conflits. Je vous assure que c'est même arrivé à un niveau de détestement. C'est-à-dire les hommes même qui sont censés incarner des batailles se détestent au point où nous avons vu pendant l'arène opposant Abdourahmane et le professeur Nkouvondon. Je vous assure, des choses qui sont sorties pendant cette émission, c'était tellement dégoûtant. On s'est même posé la question de savoir la FIFA qui a fait du fair play, qui a fait du football un jeu de fair play, comment les acteurs du premier plan ne peuvent pas être aussi fair play. Donc je pense que on a fait des états généraux dans ce pays, on a tout fait. Bon, peut-être, comme l'a dit quelqu'un quelque part, avant, les Lions indomptables, la priorité du chef de l'État était les victoires des Lions indomptables. Il a eu des victoires et il s'est dit sa priorité désormais c'est construire les stades pour le Cameroun. Bon, il est en train de construire les stades, mais si vous construisez ces stades et que la jeunesse ne peut pas jouer dans la quiétude, ça ne servira à rien. Si vous construisez ces stades et que vous allez aller prendre 4-0 comme c'est l'autre jour à Limbi, ça ne servira à rien. Il va vraiment falloir pas simplement un ressaisissement, mais qu'on rebâtit le football sur des nouvelles fondations, que des gens font ce qu'on appelle le gentleman agreement. Des gens doivent se respecter, des gens doivent accepter de respecter la parole donnée, parce qu'honnêtement, on a brûlé beaucoup d'étapes au Cameroun. On quitte un championnat qui se jouait à l'époque à 16 clubs. Lorsque vous étiez parmi les 3 derniers, vous descendez dans votre région d'origine, évoluez en division régionale. Le niveau était consistant parce qu'il y avait beaucoup de talent pour moins de clubs à l'élite. On est quitté de 16 clubs à 34 parce qu'on a joué les premières années avec l'élite 1, l'élite 2. Ça fait tout de suite que le niveau, on a beaucoup d'équipes pour très peu de joueurs. Ce qui fait que parfois vous allez voir un enfant qui n'a même pas fini sa formation se retrouver directement à l'élite. Donc on a brûlé beaucoup d'étapes, et parfois dans cette situation on oublie un ministère, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Nous avons suivi notre jeune joueur, notre jeune frère, déplorer les conditions d'exercice de son métier. Mais le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit également être interpellé. Voilà une catégorie de travailleurs qui n'arrivent pas à trouver, qui n'arrivent pas à jouir du fruit de leur travail. Que fait le ministère du Travail? Parce que c'est facile de dire le ministère des Sports, c'est facile de dire la FECAFOOT, c'est facile de dire ceci. Que fait le ministère du Travail? Que fait le ministère du Travail? Voilà une catégorie de la société qui n'arrive pas à se mouvoir, qui n'arrive pas à s'épanouir pour un métier qu'ils ont choisi de faire. Mais le ministère du Travail est taiseux. Pourtant, nous savons, c'est un peu comme quoi une entreprise qui a des difficultés, le ministère du Travail peut se saisir de la chose et essayer de voir ce qui se passe. Moi, j'étais un peu... j'étais souriant lorsqu'ils expliquaient qu'ils sont allés rencontrer le ministre des Sports. C'est bien peut-être pour la forme, mais que peut faire le ministre des Sports? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il peut faire honnêtement? Alors, le président qui demande aux deux parties s'est ressaisi pour le bien du football. Alors, on assiste justement à 2 rencontres, notamment celle du CPJ conduit par Albin Bida. Et de l'autre côté, le président intérimaire, Seydou Mbondiouer. Le message du président n'est pas passé finalement. Tel qu'on peut tous le constater,
message du chef de l'État n'est pas passé. Je ne vais pas me mêler de la politique, honnêtement, ça ne nous concerne pas, nous les footballeurs. Vous savez, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle est là depuis pratiquement une décennie. Le footballeur ne s'est jamais prononcé. Il ne s'est jamais prononcé, il a toujours gardé cet œil observateur. Il regarde, il leur fait confiance et puis il leur donne la possibilité de se corriger. Mais lorsqu'on essaye de voir tout ce qui est en train de se passer, on se rend compte que tel que les choses sont en train d'aller, on n'est pas prêt à un arrangement, on n'est pas prêt à un ressaisissement, on n'est pas prêt à trouver une solution là. Parce que on a vu le reportage tout à l'heure où des sanctions sont évoquées pour les présidents de clubs qui vont s'engager dans le championnat qui est annoncé dans les jours à venir. Cela signifie forcément qu'on n'est pas prêt à se lancer. Et, pardon, nous avons il y a tout un travail qui est à faire. Il y a tout un travail qui est à faire. Le tout ici, au jour d'aujourd'hui, n'est pas le lancement du championnat. Honnêtement, ça, il faut être clair. Vous dites que vous lancez le championnat, d'accord, il n'y a pas de souci, mais est-ce que vous vous êtes posé la question de ce championnat que nous allons lancer, les joueurs ils sont contents? Non, vous ne vous posez pas cette question. Est-ce que vous, en lançant ce championnat, vous êtes sûr qu'ils vont le jouer? Vous n'êtes pas sûr qu'ils vont le jouer. Vous n'êtes pas sûr que ce championnat va se jouer. Je ne parle pas des affaires, des dirigeants, des X ou Y, non. Moi, je parle des joueurs en question. Est-ce que les conditions permettent aux joueurs de jouer? Est-ce que le statut du footballeur, il a changé? Non. Mais on a vu quand même le président de DICO qui s'offusquait, qui dépense beaucoup d'argent, et lorsque le championnat n'est pas relancé comme ça, c'est des gros manquements. Ça veut dire qu'il postule, il milite et pour les joueurs et pour le président qu'il est. Tout à fait. Les présidents de clubs, les présidents de clubs se retrouvent aujourd'hui dans des dépenses astronomiques. Ça, il faut le dire. Astronomique, pourquoi? Parce que il y a plusieurs clubs qui ont commencé les entraînements depuis le mois de juillet. Et si on essaie de voir juillet à février, avec peut-être une petite interruption à période décembre. Il faut mettre FECAFOOT devant le titre là. Et Chan, c'est des dépenses incroyables. Parce que vous payez la prime d'entraînement aux joueurs. Pour des clubs comme ceux de l'Ouest, il faut loger les joueurs, il faut les nourrir, c'est des dépenses énormes. Énormes. Et parfois, ceux qui sont dans des batailles ne prennent pas en considération tout ceci. C'est parfois dommage. Et moi, je vais un peu donner cet avis-là. C'est un peu dommage parce qu'on a vu aujourd'hui, les présidents de clubs ne se sont pas, je ne sais pas, peut-être je me trompe, je peux me tromper, ne sont pas réunis pour déplorer un peu cette situation-là. Qu'on est dans des dépenses, mais dans des dépenses inutiles. Mais on avance ou on rentre? Posons-nous véritablement cette question. Est-ce qu'on est en train d'avancer? Est-ce qu'on est en train de reculer? Le Cameroun est un pays dont l'objectif est de faire de ce magnifique pays un pays émergent en 2035. On est en 2021. Est-ce que tout ce qui se passe là nous permet d'atteindre cet objectif? Parce que ça nous concerne tous, ça concerne les footballeurs, ça concerne les politiciens, ça concerne tout le monde. Voilà. Est-ce que donc, dans ce climat, on est donc sûr qu'on va atteindre cet objectif-là? C'est la question qui se pose. Alors, c'est Tchakou, au regard de tout ceci, quel est l'intérêt qui crée justement cette bataille entre le CPG de 2011 et la FECAFOOT qui tient, le président de la FECAFOOT qui s'y mordicus. Encore qu'il a la... Est-ce que c'est pas parce que... Est-ce qu'à côté de cela, il n'y a pas aussi cette FIFA-là qui a toujours sa décision? Parce que si le président Sédou reste, c'est parce qu'il y a justement cette note de la FIFA qui est encore arrivée il y a quelques jours et qui maintenait justement le président Sédou comme intérimaire après l'élection qui a été annulée. Je crois qu'il va falloir regarder cette situation de plusieurs manières. Vous avez d'un côté l'ego des hommes. Vous avez des gens qui ont un ego surdimensionné. Tant que ce n'est pas eux, ça ne sera personne d'autre. Parce qu'honnêtement, lorsque vous avez gagné une élection et que une décision de justice invalide le processus qui vous a
permis de remporter cette élection. Même le bon sens voudrait en certains moments que vous jetez le tapis et vous dites je n'ai pas gagné proprement, reprenons le jeu. Ça c'est le minimum. On n'a pas besoin d'être un quoi je ne sais pour savoir ça. Vous avez aussi d'un autre côté la FIFA qui, pour des besoins électoralistes, parce que n'oublions pas le plan de Gianni Infantino, il faut le dire, n'oublions pas le plan de Gianni Infantino qui a milité pour imposer à la tête de la CAF, je perce mes mots, ce que j'ai dit n'engage que moi des pantins. On a vu comment Infantino a lutté comme un beau diable pour imposer à Madamat à la tête de la CAF. Une fois Madamat, c'est pas, peut-être il a eu trop d'indépendance et il se sentait déjà zélé. Tout de suite, Gianni Infantino a estimé qu'il était illégible. Alors, moi, je veux savoir, dans quelle autre confédération dans le monde on a vu la FIFA s'impliquer comme en Afrique? Je veux savoir. Il y a le CONMEBOL, il y a l'AFC en Asie, il y a la CONCACAF, il y a. Dans quelle autre confédération dans le monde la FIFA s'est autant impliquée qu'en Afrique? Alors, la question c'est, il n'y en a pas. Alors, d'où vient tout de suite l'intérêt de Gianni Infantino de contrôler le football africain? Et lorsque vous regardez, quand Gianni Infantino arrive à la FIFA, il décide de se débarrasser d'Issa Yatou. Et pour faire de telle sorte, parce que la CAF, il faut le dire, la CAF devenait financièrement indépendante. Bon, les auditeurs vont peut-être se dire quel est le rapport entre un truc qui se passe à la Fédération camerounaise de football et la FIFA. Vous allez voir tout à l'heure. C'est-à-dire la CAF devenait progressivement financièrement indépendante de par les contrats que la CAF avait signés. Ça lui permettait d'avoir une manne financière pouvant en ce moment organiser son championnat, organiser ses compétitions sans toutefois avoir besoin d'une quelconque aide, tous ces autres. On a mis ça de côté. La FIFA arrive et, par quelle alchimie, décide de rompre un contrat de pratiquement 1,5 milliard de dollars à la CAF sans rien proposer comme alternative. Vous voyez tout de suite qu'on veut vous fragiliser parce que si vous n'avez pas les possibilités de vous financer, vous devenez tout de suite fragile et directement tout ce qu'on vous donne, vous savez, la main qui donne, c'est la main qui commande. Vous avez Gianni Infantino qui a fait. Et curieusement, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'aucun chef d'État africain ne s'est levé pour dire non, ça ne peut pas se passer comme ça. On a laissé faire, comme à l'époque de la colonisation, où on pouvait venir faire n'importe quoi. Personne, même l'Union africaine, parce que de nos jours, ne nous perdons pas de vue, le football, c'est un instrument de diplomatie entre les mains des États. Ne nous perdons pas de vue. C'est encore chez nous qu'on estime que c'est un jeu. Non, ce n'est plus un jeu. C'est un instrument de diplomatie entre les mains des États. L'Union africaine est restée taiseuse. Les chefs d'État africains n'ont rien dit. On a vu Gianni Infantino venir foudre le bordel à la CAF. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Tout le monde est resté taiseux. Personne ne lui a posé la question, mais pourquoi vous vous impliquez tant? Alors on comprend tout de suite que c'est pour... Et nous voyons que à la Fédération camerounaise de football, Gianni Infantino l'a dit, le Cameroun est une nation qui compte. Et lorsque vous êtes une nation qui compte, on veut que vous soyez, n'est-ce pas, de leur côté, ce qui n'est pas toujours mauvais, mais sauf que cela va se faire cela devrait se faire en respectant les règles initialement définies par des acteurs. Vous avez et donc il veut contrôler le football africain parce que vous savez, les élections arrivent, il va falloir imposer un certain nombre de choses pour pouvoir être sûr de remplir pour un autre mandat. Honnêtement, je vais demander à nos présidents africains, à nos présidents de fédération, il y a toute une jeunesse qui aime ce beau jeu. Et si vous courez le risque de perdre la souveraineté de votre football, comme c'est déjà le cas sur beaucoup d'autres pans de la vie nationale, l'économie, la monnaie, beaucoup d'autres choses, tout ça, on a perdu nos langues, on ne parle plus, on ne s'exprime plus en langue africaine, on a perdu beaucoup de choses. Et si nous venons encore perdre ce qu'on appelle le pium du peuple qui rassemble tout, du moins cette organisation, je vous assure, on sera totalement perdu. Alors, Etoga, lorsqu'on écoute ces chapeaux, selon lui, la FIFA a une mainmise, n'est-ce pas, sur les pays africains, parce que il y a on peut appeler ça comme ça, il y a de l'intérêt.
Ben, c'est ce qui est dit un peu de partout. Je m'excuse, moi je ne peux pas me prononcer là-dessus. Voilà. Vous allez m'excuser, je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus. C'est ce qui est dit un peu de partout. Moi je vais plutôt toujours revenir sur notre actualité. Vous allez m'excuser. Non, vous parlez comme footballeur toujours. Voilà, donc je vais revenir sur notre actualité pour essayer déjà d'évoquer en fait. Vous avez parlé de la reprise de la championnat féminin, la phase retour. Voilà, de ce côté, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Non, c'est pas du tout un long fleuve tranquille parce que j'ai foot en général. Oui, en général. Je vais parler en particulier du football féminin et noter un point que beaucoup de personnes ignorent, parce que moi-même je l'ignorais. Mais au vu des échanges avec ses collègues, les collègues de travail du côté football féminin, du côté de football féminin, c'est vraiment déplorable parce que aujourd'hui, beaucoup ne le savent pas. Les footballeuses camerounaises, qu'on dit professionnelles, ne savent pas ce qu'on appelle le contrat, pour la plupart. Pour la plupart, ne connaissent pas ce qu'on appelle le contrat. Malgré tout ce qui a été dit avec les sponsors qui de ce côté. Ça vient des échanges. Moi, je parle des échanges que j'ai eus avec certaines de ces filles. Pas au téléphone, mais en direct. Oui. De ce côté, les conditions, c'est encore déplorable. Si je me mets à étaler ça ici, peut-être en sortant là. On en parlera dans une autre émission. Voilà, donc c'est vraiment déplorable. Il faut, je vais peut-être d'une certaine façon interpeller en particulier le gouvernement camerounais à agir. L'heure n'est plus au doute, à penser ou quoi que ce soit, mais l'heure... Définir les querelles, les batailles. Oui, il faut agir. Peut-être on va dire ingérence et tout, mais s'il faut parler d'ingérence, il y a eu une réunion qui s'est tenue à l'immeuble Étoile, le Premier ministère, et convoquée par le secrétaire général du Premier ministère, M. Fouda, où le président de l'Africa Foot, c'est Lumbobo Joya, a été présent avec le général Pierre Semenga, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Ils étaient tous les deux présents pour essayer justement de trouver un arrangement. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas avancement. Il n'y a pas avancement. Nous demandons aux footballeurs camerounais, au gouvernement camerounais, d'agir. D'agir, pourquoi d'agir? Parce que, voyez-vous, les moyens qu'ils utilisent pour se rendre là-bas, je vais profiter pour le dire ici, les moyens qu'ils utilisent pour se rendre là-bas, au TAS, à la FIFA, comment je vais le dire, tous ces moyens qu'ils utilisent là, les footballeurs ont connaissance de toutes ces voies. Donc ça, il faut faire attention. On a toujours pris le footballeur pour un imbécile, pour un analphabète. Il se résume à pousser le ballon au stade. Oui, c'est tout. Mais faisons attention, c'est plus cette époque-là. La génération, là, elle est passée. C'est une autre génération aujourd'hui. C'est une autre génération aujourd'hui qui, lorsque vous faites, elle vous regarde, elle vous observe. À un moment donné, elle va se lever et aura son mot à dire. Vous ne pouvez pas empêcher à cette génération-là de dire ce qu'elle pense. Oui, puisque ce sont les footballeurs qui font même... Voilà, c'est la pierre angulaire de tout ça. Sans footballeur, il y aurait tout ce qu'on est en train de voir là. Pas du tout. Il n'y aurait pas ça. Donc, que le gouvernement agisse et avec promptitude. Nous apprêtons la CAN. C'est dans moins d'1 an. Et on sort du CHAN. Forcément, les observateurs étrangers nous regardent. Et lorsqu'ils regardent, ils constatent tout ce qui est en train de se passer là. C'est une honte terrible. C'est une honte pas possible. Donc, vivement que le gouvernement camerounais agisse pour le bien des footballeurs, pour le bien de son propre travail, parce que ce gouvernement a un travail remarquable, mais qui reste entaché par certaines personnes. Donc, pour son travail également, pour qu'on avance davantage, il faut qu'ils agissent. Et à défaut d'agir, comme je l'ai dit, nous connaissons toutes ces voies, ces moyens. Les chambres même, oui, les chambres sur lesquelles ils partent toquer, on les connaît. Et nous, il nous arrive aujourd'hui, parce qu'on en a ras-le-bol, ça il faut le dire, on en a ras-le-bol. Alors si nous nous levons du jour au lendemain pour utiliser les mêmes moyens, je profite pour le dire ici, ça ne sera pas pour aller demander un verdict. Puisqu'aujourd'hui nous sommes les plus impactés, ça sera pour demander la suspension du Cameroun. Comme ça, tout le monde est perdant. Puisque dans cette bataille, dans ces guerres, ils ont leur salaire. Nous, on a quoi? Le footballeur à l'attente. On n'a rien.
On nous exploite, et vous allez constater, lorsqu'ils vont peut-être constater que le footballeur commence un peu, ils vont vouloir dissuader toutes ces pensées des footballeurs, et puis essayer de balle au centre, boum, c'est parti, pour qu'on essaie d'oublier, on se concentre directement à la compétition. Le but ici, c'est pas de jouer, c'est pas seulement de retrouver les terrains, mais c'est que les choses changent, et que ça change véritablement, que tout le monde soit gagnant. C'est un peu ça. Alors, c'est chaque coup, les choses sont quand même en train d'annoncer, puisque sont en train de changer, puisque s'il faut se fier, n'est-ce pas, au dit du président intérimaire, qui est Seydou Mondial au championnat des Morales le 26. Puisque dès l'annonce du président Seydou, on a quand même vu, n'est-ce pas, des équipes qui ont recommencé à se préparer. Ça veut dire que, encore que dans cette réunion, tous les présidents étaient, la plupart des présidents étaient présents. Donc, le 26, heureusement que le vous championnat vous pourra... saisi en disant la plupart, parce que Le président, vous avez le championnat sera lancé le 26 peut-être. Vous avez encore des présidents qui sont réfractaires, qui disent qu'ils ne vont pas jouer si c'est tel qui organise le championnat. Vous avez des présidents qui continuent d'estimer que telle personne n'est pas habilitée à le faire. Si le football doit se jouer, il va falloir qu'on réussisse à rassembler tout le monde, parce que si vous n'avez pas toutes les équipes, vous ne pouvez pas jouer. Le jeune frère, le jeune footballeur, il l'a évoqué tout à l'heure, le football commence au stade. Moi, je vais dire non. Le football commence par l'administration. La preuve, l'administration est grippée et rien n'avance. Même quand il va falloir jouer le 2-0, il faut toujours quelqu'un pour organiser. S'il n'y a personne pour organiser, il n'y aura pas de 2-0. Le football commence d'abord par l'administration. Si l'administration n'est pas bien structurée, n'est pas bien, il n'y aura rien. Vous allez jouer, ça va compter pour du beurre. On a vu des équipes, bien qu'ayant gagné des rencontres sur le stade, ont été éliminés sur tapis vert, parce que sur le plan administratif, on n'avait pas respecté certaines règles du jeu. Donc le football commence par l'administration. Maintenant, si l'administration n'est pas bien organisée, vous avez des gens qui vont contester, vous avez des gens qui vont... On ne jouera pas, la preuve. Depuis bientôt 1 an, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? On ne joue pas. On ne joue pas, mais pourtant les joueurs sont là, ils sont prêts, ils veulent jouer. Donc à un certain moment, espérons honnêtement que pour le bien de la jeunesse, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui nous avons notre jeune frère qui est là. Il a été très courageux de venir dire ce qu'il pensait, parce que honnêtement, ils sont pleins. J'en connais plusieurs dans des quartiers qui ont déjà même oublié les notions de vieux, qui ne savent même plus s'ils doivent s'entraîner, qui ne savent plus. Et c'est une jeunesse qu'on est en train de briser. Parce que dites-vous, ils n'ont pas... C'est-à-dire, c'est un métier qui a été, je vais dire quoi, validé par l'État du Cameroun. Vous ne pouvez pas permettre que des gens choisissent de faire un métier et vous ne mettez pas les moyens, les mécanismes, les possibilités pour qu'ils exercent pleinement leur métier. Parce que demain, lorsqu'un gars ne va pas réussir sa vie, il va dire non, j'en veux au gouvernement, j'en veux à l'État. Parce que si on m'avait permis de jouer la saison que j'ai pas pu jouer, les 2 saisons que j'ai pas pu jouer, je pouvais avoir un contrat du côté d'un championnat un peu plus capé et certainement j'aurais changé mes conditions de vie. Je ne sais même pas si ces gens se rendent compte du mal qu'ils font à la jeunesse, et moi je vais sortir par là. De tous ces gens-là, vous n'avez aucun membre de leur famille qui joue au football. Vous n'avez aucun. J'imagine un peu le président intérimaire de la FECAFOOT, Seydou Mombodou, avoir un fils qui joue au football au Cameroun. J'imagine un peu Albert Mbida avoir un fils qui joue au football au Cameroun. J'imagine un peu le ministre Narcisse Mouele-Kombi qui joue, avoir un fils qui joue au football au Cameroun. J'imagine un peu monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ona, avoir un fils qui joue au Cameroun. J'imagine un peu le président de la République avoir un fils qui joue le championnat camerounais et que chaque jour qu'il rentre du travail, il voit son fils à la maison parce que celui-ci là ne peut pas jouer sous le simple fait que des gens se discutent quoi, je ne sais. Certainement les choses devaient changer. Tous ces gens qui discutent, personne de leur famille ne joue au football. Non, ils n'ont pas d'intérêt. Personne, non. Leur intérêt continue ils continuent à percevoir leur intérêt, même si le football ne joue pas. Parce que si nous étions dans une situation où on met une règle, tant qu'il n'y a pas de football, les dirigeants n'ont pas de salaire, ils se battront pour que le football se joue. Mais du moment où ils perçoivent le salaire, vous croyez qu'à la fédération, depuis 1 an qu'on ne joue pas, on ne paye pas les salaires là-bas? On paye les salaires. C'est bon qu'ils travaillent.
Bon, il travaille pourquoi donc? Il travaille pour que le championnat ne se joue pas. Il travaille pour ne pas jouer. Non, je crois qu'on doit être un peu sérieux. Moi, je veux même proposer ça, hein, que dans les prochains textes, pendant la normalisation, tant qu'il y a blocage, les salaires sont aussi bloqués du côté des administrateurs. Là, ils vont comprendre qu'il va falloir débloquer les salaires, débloquer la situation, passer au jeu pour que le salaire passe. Mais si on continue de fonctionner comme ça, où des gens peuvent venir taper un an sans organiser le championnat et quand même percevoir le salaire, vous verrez qu'on ne sortira pas de l'auberge où il vient tomber. On ne sortira pas de l'auberge, mais le vœu souhaité, c'est que les partis puissent se ressaisir, comme l'a dit le président de la République, afin que le footballeur, conditions réunies, puisse retrouver le terrain et nourrir sa famille. Alors, on va quitter justement les batailles côté FECAFOOT pour le stade avec le championnat africain junior où les bébés Lions ont fait un parcours sans faute, 3 matchs, 3 victoires avec cette belle victoire de la 3e journée où on a vu quelques pépites. Alors prenons ce reportage et on se fait une idée. Entrée en matière, réussite pour Etienne Eto'o et les Lions indomptables juniors du Cameroun. Titularisé d'entrée dans la rencontre de la 3e journée qui mettait aux prises les Lions indomptables du Cameroun aux Mambas du Mozambique, le numéro 10 du Cameroun va s'illustrer de manière positive lors de cette rencontre. À la 8e minute, il va ouvrir le score sur un coup de pied arrêté. Alors qu'on aborde les dernières minutes de la première manche, Etienne Eto'o va s'offrir un doublé après une offensive bien orchestrée par l'équipe camerounaise qui va se conclure par un penalty. C'est d'ailleurs sur ce score de 2-0 que les deux équipes vont retrouver les vestiaires. Revenus pour la deuxième partie de la rencontre, les Mambas vont réduire le score. Une réduction du score qui ne va pas freiner l'élan de l'équipe camerounaise qui va s'offrir 2 autres buts, parmi lesquels cette action conduite par Etienne Eto'o Pineda qui va servir de la plus belle des manières, Prince Kevin Mila, auteur du 3e but. 2 minutes plus tard, Abdoulaye Yaya va saler l'addition en inscrivant le 4e et dernier but de la partie. Score final, 4 buts pour le Cameroun et 1 pour le Mozambique. Au sortir de cette rencontre, Etienne Eto'o, élu homme du match, est revenu sur cette belle victoire. On a fini la poule avec 9 points, quelque chose de très important. On a reçu juste un but en 3 matchs. On a mis 6 buts en 3 matchs. C'est quelque chose de vraiment être ravi de l'équipe, du travail de chacun de nous. On est 27 joueurs et on est ici tous pour donner tout pour la nation. Et c'est un rêve de pouvoir marquer dans mon premier match officiel avec l'équipe nationale et surtout d'aider l'équipe, c'est le plus important. Je te dis la vérité, quand j'ai le premier but, j'ai pensé frappe avec ton cœur et tout, mais je pensais pas que ça allait rentrer tellement tôt, presque mon premier ballon que j'avais touché. Et oui, j'étais très ému, ma famille, ma mère, ma grand-mère, mon grand-papy, mon père, tout le monde, je pensais à eux et à le peuple camerounais aussi, et j'étais aux larmes, parce que c'est vraiment émouvant. Avec cette victoire, le Cameroun se qualifie pour les quarts de finale de cette compétition et affrontera probablement la Tunisie pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations U20 édition 2021. Alors, Eto'o, je commence par vous. Alors, parcours sans faute pour la Lion Junior. C'est vrai que lorsqu'ils allaient à cette compétition, quand même, c'était une poule prenable, mais on a quand même vu 3 victoires avec quand même du beau jeu de ces enfants. Oui, c'est un parcours jusqu'ici sans faute, c'est aussi à féliciter. Le plus souvent, on a souvent l'habitude de le dire, lorsque les choses marchent bien, on félicite les joueurs. Mais moi, je pense qu'il y a tout un ensemble de personnes derrière ce magnifique travail qu'on peut voir, que ce soit bon ou mauvais. Il y a toujours des personnes qui travaillent. Donc moi, je tire également un grand coup de chapeau au staff technique qui fait vraiment des choses bien, on a pu le voir durant les trois sorties des Lions. Des sorties des Lions, merci. Des joueurs qui sont pratiquement au même niveau. On l'a surtout vu à la 3e journée de la phase de poule, où on a
pas constaté, on n'a pas pu imaginer si quelqu'un les regardait jouer pour la première fois que c'était les remplaçants. Parce que à la troisième sortie, c'était pratiquement les remplaçants. Donc, vraiment, félicitations au staff, parce que je préfère d'abord commencer par là, au staff technique, staff médical et les joueurs pour cette belle prestation. Et certains vont dire la poule était prenable, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il n'y a jamais de petits matchs. Il n'y a jamais de petits matchs. C'est des matchs, c'est de bon augure parce que ça donne une certaine confiance pour la suite. Le prochain adversaire, c'est le Ghana. Et on espère qu'avec cette confiance que toute l'équipe a aujourd'hui, on peut arriver à quelque chose. On peut arriver à quelque chose de positif. Alors, Serge Tchakou, il y a eu Johnson Day lors des 2 premières journées. Après, à la 3e sortie, il y a eu beaucoup de nouveaux qui ont été injectés, notamment beaucoup de fils d'anciens internationaux. On parle de Etienne Eto'o, on parle du Chateau. On a vu des bonnes choses. Oui, on a vu des bonnes choses. On a vu des bonnes choses et pour un entraîneur, c'est toujours bien de savoir que son équipe B, parce que généralement, pour une rencontre comme celle-là, on fait jouer les remplaçants. Comme je disais, pour un entraîneur, c'est toujours bien de savoir que son équipe B soit capable de jouer une rencontre comme celle-là et de gagner par la manière. Bon, maintenant, j'ai vu beaucoup de choses circuler dans les réseaux sociaux. Le petit Eto'o, non, écoutez, ne faisait pas rêver cet enfant. Que cet enfant grandit. Il a tout le temps devant lui. Ne le faisons pas rêver parce qu'il faut qu'il sache que son père a fait quelque chose d'exceptionnel dans le monde du football africain. Et tout de suite vouloir croire qu'il... Bon, il va... Bon, on sait plus comment comprendre, mais le fait de tout de suite vouloir l'amener à comprendre qu'il est déjà ceci, non, c'est pas... C'est un professionnel, il est ça aussi quand même. Ouais, c'est un professionnel, mais dites-moi honnêtement, depuis 20 ans, 30 ans, donnez-moi l'attaquant qui a fait ce que Samuel Eto'o-Fils a fait au Cameroun. Samuel Eto'o-Fils, c'est près de 15 années au pouvoir, sans jamais être déclassé. Regardez la nouvelle génération. Vous avez eu Sadio Mané et Mohamed Salah. Ben, ils s'essoufflent déjà. Vous voyez ce que Liverpool est en train de devenir. Vous avez vu Aubameyang. Ça ne donne plus. Ça dit, Eto'o-Fils, c'est plus de 15 années au pouvoir. Ça dit, sans jamais se souffler. C'est quand il allait en dire, non, écoutez, des joueurs comme Eto'o, ils arrivent dans la vie d'un continent une fois tous les 100 ans. Et je ne pense pas que d'ici tôt, on aura notre Eto'o. Même si le fils a 18 ans, il joue déjà en Espagne, 2e division, mais honnêtement, pour réaliser la moitié de la carrière de Samuel Eto'o-Fils, il faut s'élever très tôt le matin. On parle il faut s'élever très tôt le matin. Nous sommes à la prestation de son fils. Non, écoutez. On va quand même dire. Oui, donc des prestations qu'on ne doit pas. Des prestations qu'on ne doit pas. Il est sorti quand même en petit match. Oui, des prestations qu'on ne doit pas rejeter. Eto'o-Fils, à 18 ans, je crois, il avait déjà discuté son premier mondial. Eto'o-Fils, à 17 ans, mais il a discuté son premier mondial. Eto'o-Fils, à 18 ans, était déjà au Real de Madrid. Et des joueurs qui ont cet âge, on les voit jouer en Europe. Vous avez vu le petit Mokoko, je crois 16 ans, il joue au Borussia Dortmund. Vous avez vu Mbappé, Kylian, à 18 ans, il était déjà à Monaco, il jouait la Champions League, il filait des doublés, des caquets. Nous parlons d'un enfant qui a marqué 2 buts dans un match qui ne comptait, dans un match, disons, l'enjeu n'était plus vraiment celle-là, une équipe qui était qualifiée. C'est-à-dire, non, ne faisons pas trop rêver cet enfant. Oui, il doit être encouragé. Oui, c'est un match qui s'est joué, il doit être encouragé. Mais si nous faisons croire à cet enfant qu'il... Les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, et voilà, ça est venu bouleverser. Non, honnêtement, pour moi, je reste très sérieux. Pour être ce que Samuel Eto'o-Fils a fait, il faut s'élever très tôt le matin. Il faut s'élever très tôt le matin. Il a marqué 2 buts dans un match. On a vu Eto'o venir qualifier le Cameroun pour les Jeux Olympiques. Non, écoutez, non, c'est pas... Là, c'est pas le supporter qui parle, c'est l'analyste. La carrière d'un joueur est très compliquée. La carrière d'un joueur intègre beaucoup de paramètres. Il est bien vrai, c'est Eto'o, c'est le fils de Samuel Eto'o-Fils. Peut-être le père lui a transmis les gènes de ce truc-là, peut-être, mais honnêtement, pour avoir la carrière d'Eto'o, il faut s'élever très tôt le matin. Alors, Etienne Eto'o, Chateau, Yann Sondé, il y a de la fine crème dans cette équipe. Alors, pour ces rencontres des cas de
finale, on croisera justement le Ghana qui est pas qui n'est pas une petite équipe. Ça va se jouer. Alors, avec tout cet effectif qu'on a vu lors des 3 prochaines journées, cette rencontre face au Ghana, est-ce que vous pensez que le Cameroun a les arguments pour faire quelque chose au point de se qualifier? Oui, le Ghana, il a été annoncé depuis, c'est l'un des favoris à la compétition. Ils l'ont démontré encore lors de la phase de poule. C'est l'un des favoris. Maintenant, le Cameroun également, avec ce qu'il a démontré aujourd'hui, montre à suffisance qu'il peut également vouloir titiller, prétendre titiller à ce trophée-là. Donc, c'est un match de football. Ça ne se joue pas sur des pronostics ou sur du papier. C'est vrai que sur le papier, le Ghana peut peut-être être favori et tout, mais le Cameroun a fortement son mot à dire. Pour revenir un peu sur les propos de Serge, il a parfaitement raison sur l'alarme qu'il tire. Et il a parfaitement raison. Je vais peut-être ajouter aussi quelque chose qui va peut-être le contredire ou bien aller dans le même sens. C'est que c'est vrai, c'est un jeune joueur et tout, mais il faut aussi noter que le père, qui a été du métier, peut bien l'encadrer, peut bien le canaliser, lui permettre également de faire une bonne carrière. Donc, on peut se dire, certaines personnes peuvent se dire qu'il a l'entourage qui peut lui permettre à lui de faire une bonne carrière. Donc, il suivra justement les conseils de son papa. Alors, c'est quoi on attendait la Tunisie dans ces quarts de finale. Le Cameroun affrontera finalement le Ghana, on va dire grosse rencontre. Le Cameroun en est quand même le moins. Si on voit 3 sorties, 3 victoires avec une très belle prestation faite pendant Poulain, on se dit bon, face au Ghana, ça peut passer. Ouais, disons qu'il y aura la revanche dans l'air, parce que souvenez-vous, le Cameroun a perdu une finale dans cette catégorie-là, c'était je crois en Égypte, avec le feu coach Alain Mebo, la génération d'Achille Fomen, tous ces autres. C'était déjà contre le Ghana où nous avions gagné 2-0. Et là, les bébés Lions ont eu l'occasion en or de laver cet honneur-là cette équipe déroulait aussi le jeu comme celle de Ousmanou. Elle déroulait le jeu, mais contre le Ghana, qui généralement sait encadrer ses jeunes, parce qu'il faut le dire, ces pays ont compris que l'avenir c'est la jeunesse et ont misé beaucoup d'argent, ont misé beaucoup sur la jeunesse. Vous allez voir régulièrement des championnats de jeunes, vous allez voir régulièrement des jeunes joueurs être appelés. C'est pas comme ici chez nous où, honnêtement, la prestation de cet entraîneur est à saluer. Je me pose la question, comment est-ce qu'il fait pour réussir à se qualifier au deuxième tour d'une compétition avec des jeunes joueurs qui n'ont pas de temps de jeu? Comment est-ce qu'il fait? Je crois que on va même étudier le cas Cameroun. Il va falloir qu'on étudie le cas Cameroun pour qu'on nous explique comment est-ce qu'une équipe peut jouer les demi-finales d'un CHAN n'ayant pas de championnat. Comment est-ce qu'une équipe peut se qualifier pour le deuxième tour d'une compétition dans la catégorie des U20 n'ayant pas de championnat, où on sait le jeune joueur doit jouer pour maintenir la forme, il doit. Honnêtement, c'est une prestation qui mérite questionnement. Bon, maintenant, pour la rencontre, le Cameroun part avec un avantage. Nous avons terrassé tous nos adversaires, nous sommes qualifiés haut la main, contrairement au Ghana qui est allé chercher sa qualification à la dernière journée. Donc, on peut dire, psychologiquement parlant, nous serons au-dessus d'eux. Et avec une équipe comme celle-là qui gagne en confiance, gagne en maturité, on pourra espérer une qualification. Mais Olivier, je vais profiter, je vais sortir très par rapidement, là. puisque le journal est déjà annoncé. Oui, je vais sortir par là. Vous avez vu la CAF annuler la CAN féminine. Pour cause de Covid, je pense que c'est ça. Mais on a joué 2 compétitions de la CAF, c'est-à-dire le CHAN et les U20. Je me demande bien quel était l'intérêt d'annuler la CAN. Il y aura les la Jeux CAN olympiques. féminine. Non, les Jeux olympiques, c'est pas une compétition CAF ni FIFA. Les Jeux olympiques, c'est les Jeux olympiques organisés par le CEO. Je me pose encore la question si la place de la femme
la CAF a tourné Non, le dos à la femme. ils ne pourront- Et nous ils ne- sommes ils en ne plein, peuvent pas arriver à ce nous niveau. entrerons bientôt dans la semaine de la femme. J'attends encore des explications de la CAF qui nous disent comment est-ce qu'ils ont réussi à annuler une compétition comme la CAN féminine. On pouvait la reporter comme on a fait pour le CHAN, on pouvait la reporter, mais ils ont annulé aujourd'hui, on est en train de jouer, les bébés Lions sont en train de jouer. Ça prouve que la femme n'est pas au cœur des considérations de la CAF. Ça, c'est votre avis. Alors, Toga, savez-vous qu'on met un thème à 90 minutes chrono? Alors, quel est le message que vous donnez justement en tant que footballeur aux dirigeants de foot par rapport à ce championnat qui tarde à venir? Ça fait aujourd'hui un an. Le message, est-ce qu'il va passer? Le message, je suis moins sûr que le message va passer, mais ce que nous pouvons dire, c'est le message que je peux passer ici, c'est d'essayer de se ressaisir tel que le chef de l'État l'a annoncé, l'a dit le 10 février dernier, et essayer de ramener plus de sérénité pour qu'on essaie tous ensemble de bâtir notre pays. Parce que nous ne serons plus là, nous sommes de passage. Donc on essaie de ramener plus de sérénité, qu'ils essaient de s'asseoir pour trouver un consensus, sortir définitivement de cette crise et de tous ces échecs qui durent depuis pratiquement 10 ans déjà. Donc nous, qui ne regardent pas seulement leurs intérêts, qui regardent également les intérêts des footballeurs. Aujourd'hui, il est question de la reprise du championnat. Mais ce n'est pas seulement ce qu'il faut. Il faut améliorer les conditions, il faut améliorer le statut du joueur. Beaucoup de joueurs aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, ils vivent des ruptures abusives des contrats dans leur club, alors que le championnat n'a même pas encore commencé. Ça, c'est des choses que, désolé, peut-être je viens de dire à Mondovision, c'est des choses qu'on ne devrait même pas entendre. C'est un grand pays, le Cameroun. Il faut qu'on respecte notre pays, il faut qu'on respecte ceux qui ont écrit l'image, qui ont dessiné l'image de ce pays dans le monde. Je crois que le message est passé. Justin Yanke assurait la réalisation de cette émission. C'était tout pour 90 minutes chrono de ce jour. Rendez-vous mardi prochain pour une autre émission.